Rebonsoir ou bonjour, en fonction de là où vous vous connectez. Encore merci d'être parmi nous ce soir, d'avoir pris le temps de vous joindre à ce webinaire. Je m'appelle Brice Kitio, je fais partie de l'équipe de WeCare, donc je serai votre modérateur pour cette session. Ce webinaire s'inscrit dans une autre série que nous avons lancée pour la prévention et la compréhension des maladies graves afin d'aider notre communauté à mieux comprendre les risques associés à ces maladies, à savoir quoi surveiller et surtout savoir comment il faut agir plus tôt. Notre objectif, c'est la sensibilisation et aussi l'autonomisation des membres de la communauté par rapport aux maladies graves comme celles dont on va discuter ce soir. Nous croyons en effet que lorsque les familles sont bien informées, elles peuvent agir vite, elles peuvent mieux soutenir leurs proches et puis surtout éviter des retards de prise en charge qui, dans certains cas, peuvent être dangereux. Avant de partir dans le vif du sujet, j'ai un petit quiz, donc le chat, juste pour savoir, avoir une idée de, de- 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 de qui est connecté et quelle est votre compréhension de la maladie rénale. Je viens de poster sur le chat, vous pouvez voir. Et puis, ça permet aussi de laisser à ceux qui sont en retard de se connecter. Avez-vous déjà fait un test de contrôle de la fonction rénale ou de mesure de la créatinine? Donc, si oui, vous mettez juste 1, 2, 3, 4 au cours de l'année dernière. Oui, 2, c'est s'il y a plus d'un an. 3, jamais. Ou vous ne savez pas. Donc, ça prend quelques secondes, donc essayez d'utiliser votre chat pour essayer de répondre. On a un 2, je ne sais pas. Il y a une personne qui l'a fait il y a moins d'un an, moins d'un an. En tout cas, la question est là. Prenez, pour ceux qui arrivent, prenez la peine de répondre. Donc, ce webinaire est organisé par WeCare et donc à WeCare, nous essayons de développer un modèle communautaire de protection en santé qui combine à la fois éducation, prévention et aussi aider les familles à faire face au choc médical et financier associés aux maladies graves. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de maladies rénales et de dialyse. Le but, c'est vraiment d'avoir un sujet une présentation concrète et simple, utile. C'est à viser à famille. Et pour ça, nous avons l'honneur, vraiment, nous sommes honorés d'accueillir le docteur Erika Nang Obada. Le docteur Obada est nephrologue et bionéphrologue basé au Cameroun, engagé dans la prévention et le dépistage précoce des maladies rénales. Elle est notamment la fondatrice d'un cabinet à Bonanjo, à Douala, Rein et Portefeuille Consulting. Elle consulte beaucoup parce que c'est son fer de lance autour de la prévention des maladies rénales. Et quelque chose qui est très important et que si vous ne la connaissez pas et que si vous pouvez la suivre, elle est éditorialiste d'un journal qui sensibilise, conseille, parle de prévention, qui s'appelle le Care Papers. Donc, docteur Erika, merci beaucoup de prendre le temps, d'avoir accepté de partager votre expertise avec notre communauté. Avant qu'on ne commence, quelques points importants. Premièrement, merci de mettre votre micro sur le muet, donc, parce que sinon il y a un écho derrière
et ça peut déranger l'expert quand il parle. Vous avez le chat, vous avez déjà commencé à répondre aux questions. Si vous avez une question pendant la présentation, vous pouvez noter et à la fin de la présentation, je vais retranscrire la question à notre expert. Et dans tous les cas, il y aura une session de questions-réponses. Donc, à la fin, vous aurez l'occasion d'interagir avec notre expert pendant à peu près 15 à 20 minutes. En termes de langue, donc, je tiens à préciser que ce webinaire sera spécialement en français. D'habitude, nous faisons des webinaires en anglais ou bien, voilà, donc celui-ci, il est en français. Euh, merci. Je dis ça pour ceux qui. Mais par contre, on peut prendre toutes les questions en anglais, en français, au moment de la partie questions-réponses. Docteur Erika, merci beaucoup encore pour avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Je vous laisse la parole et vous pouvez partager vos slides et puis on vous écoute. Merci Brice. Alors, je ne sais pas si vous voyez du coup les diapositives. Oui, Super. Donc, merci en tout cas pour la présentation et surtout pour l'opportunité qui m'est donnée de parler d'un sujet qui reste d'actualité. Et on va le voir, les néphrologues, effectivement, au Cameroun sont très investis dans tous les domaines, que ce soit de la prévention, du diagnostic, du traitement des maladies rénales, dont le traitement de suppléance rénale, hein, parce que la dialyse et la greffe rénale font partie de la suppléance rénale. Et on est effectivement partagé un petit peu entre une innovation, je dirais, responsable et une performance durable. Et donc, je vais essayer de peut-être vous amener sur des points où on ne va pas de façon naturelle. En 15 slides, il a fallu effectivement faire des choix. Donc, sans plus tarder, petit clin d'œil à justement ce qui a été dit par Brice Kitcho. Et là, je vois effectivement qu'il a été demandé aux personnes connectées si ont déjà fait un test de créatinine. En fait, chez nous, c'est un petit peu la première bagarre parce que quand on parle effectivement de l'élévation de la créatinine ou d'une anomalie rénale, pour la plupart des personnes et même des médecins qu'on côtoie, c'est une notion qui reste quand même abstraite. Et c'est pour ça que j'ai intitulé un peu ces diapositives, mais de quoi parle l'auteur? Parce que malheureusement, la maladie rénale, on le sait, c'est une maladie qui est silencieuse. Et quand la prise de sang est déjà anormale, c'est que le problème est là depuis longtemps. Donc les personnes ne sont pas toujours au clair de ce fait. Donc vraiment, merci déjà de, de de laisser la place effectivement à la néphrologie. Et on sait qu'effectivement, c'est important de s'hydrater, hein. C'est un petit clin d'œil avec cette photo-là. Mais attention au fameux va boire. On a effectivement beaucoup de patients qui vont avoir une légère élévation de créatinine ou une élévation de la créatinine. Et le va boire, en tout cas au Cameroun, est un petit peu le bonbon magique. Et malheureusement, on peut passer à côté de formes qui vont évoluer très rapidement. Donc, on ne va pas limiter la spécialité à l'hydratation. Et en plus, quand on dit des fois à ces personnes d'aller boire, on ne dit pas aller boire de l'eau, on ne dit rien, on ne donne pas une quantité. Donc, ça commence un petit peu comme ça. Et donc, vraiment, le message ce soir, c'est de se dire attention. Si j'ai une anomalie, on va le voir sur un bilan, que ce soit sanguin ou urinaire, bah, il ne faut pas simplement aller boire, il faut aller voir un néphrologue. Alors, le public étant non médical, je me suis quand même permise de rappeler que donc la néphrologie, c'est une spécialité médicale qui est en charge des reins, qui font partie du haut appareil urinaire, comme vous le voyez ici. Donc, les reins sont effectivement deux haricots qui font 10 on va dire 11 à 12 centimètres. Voilà, donc qui sont la chaîne de production de l'urine, donc chez l'homme comme chez la femme. Et donc, l'urine, quand elle est produite, elle va gagner donc les uretères, là, deux tuyaux, on peut les transporteurs 1. Et l'urine va être stockée au niveau de la vessie.
Et donc, quand vous avez envie d'uriner, il y a donc une miction et c'est l'urètre qui va assurer l'écoulement de l'urine vers l'extérieur. La différence là entre l'homme et la femme, vous voyez bien, c'est la prostate avec ici donc la prostate fait partie donc de la sphère plutôt sur la petite photo, notamment le docteur Cyril Kamadjou, qui est un urologue à Douala avec qui je travaille et qui effectivement nous aide dans la prise en charge des patients dans des maladies de l'appareil urinaire de façon générale et lui en plus de la sphère génitale. Alors, j'espère que tout le monde m'entend quoi. La connexion a paru instable à un moment. Alors, euh, ça va, Brice? Oui, oui, on Oui. t'entend. D'accord, ok. C'est passé. Alors, super. Donc, quand je finissais mes études, et je pense que c'est encore le cas maintenant, il était rappelé à tous les néphrologues que leur rôle premier, c'est d'éviter ou de retarder l'arrivée en stade terminal. Et quand on regarde notamment les datas un petit peu, la stade internationale, même celle-là de 2022, c'est quand même intéressant parce que là, vous voyez qu'on a à peine, en fait, 1% des malades qui sont au stade sévère. On reviendra sur cette classification. Les stades 1, 2, ici, on a à peu près un patient sur mille. C'est dans des LG, plutôt 15 et 30, là, on est plutôt à 0,4%. Mais en fait, au Cameroun, ce n'est pas du tout nos réalités. Il faut en avoir conscience et on va le voir un petit peu après. Lorsqu'on vous interrogez les néphrologues, les malades arrivent très tard et nos patients que nous voyons en consultation sont majoritairement en rouge, mauve, 64-75%. Donc, on a effectivement ces chiffres, on va dire, internationaux, mais à l'échelle locale, à l'échelle individuelle, on n'est pas bon. On n'est pas bon justement dans le dépistage, on n'est pas bon dans la prévention, dans le diagnostic. Et malheureusement, ces malades, quand ils arrivent à ce stade 4-5, le néphrologue n'a pas beaucoup de choix que de mettre en place soit un programme de transplantation, soit un programme de dialyse, parce que les deux vont ensemble. Et parfois, on est aussi amené à décider de faire ce qu'on appelle un traitement conservateur. Et voilà, donc rester à la maison n'est pas une option, on va dire ça, même si on a des malades pour des raisons, on va en voir, ne vont pas être dialysés ou ne choisissent pas la dialyse ou ne vont pas être transplantés rénaux, le traitement médical, c'est un traitement, il y a des choses qu'on peut faire pour accompagner et lutter justement pour que la personne ne décède pas. Mais ce qui est quand même très intéressant, vous le voyez, on a une maladie qui progresse. Hein. En 2010, sur 9 millions de personnes qui devaient bénéficier de la dialyse ou de la greffe, on a uniquement 2,6 qui ont pu accéder à ce traitement. Et vous voyez qu'en 2030, ce ne sera pas mieux. Quasiment 9 à 10 millions de personnes et les pays riches ne sont malheureusement pas mieux lotis. Et vous voyez là, on a une couverture qui est très loin des 100%, elle n'est que de 60%. Donc, il y a effectivement des efforts qui sont à faire, mais un petit peu la mauvaise nouvelle que j'ai pour tout le monde, c'est de dire qu'on ne pourra malheureusement pas dialyser tout le monde. C'est-à-dire que si, je prends l'exemple là, au Cameroun, on sait qu'on a 30% de personnes hypertendues, bah voilà, si les 30% arrivent un jour en dialyse, bah les néphrologues, déjà, ils sont une trentaine, ils n'arriveront pas, et surtout dans le monde, voilà. Donc, il y a besoin de revoir finalement un petit peu les choses en amont. Et je vous dis, malheureusement, on aimerait bien, nous, avoir un petit peu ce camembert au Cameroun, mais on travaille encore à justement, par ce type d'action auprès des collègues aussi, hein, parce que comme je dis, la créatinine qui monte, ça ne parle pas, ça ne chante pas, donc les gens ne sont pas conscients ça peut quand même créer beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc il y a beaucoup à faire, mais attention, les défis sont finalement un petit peu partout. Alors, de façon classique, on va distinguer, je dirais, la dialyse qui, pour moi, sauve la vie et la dialyse qui prolonge la vie. Donc, les médecins connectés vous diront, on parle d'insuffisance rénale aiguë, d'insuffisance rénale chronique. Donc, je trouve que c'est un thème qui est très technique parce qu'on sait qu'on peut avoir une authentique maladie rénale qui est sévère sans avoir une altération de la fonction rénale. Alors, vous voyez là, la première figure, c'est simplement pour vous dire que c'est pas quelque chose qui est commun chez nous, malheureusement. La maladie rénale aiguë, c'est vrai, on dose la créatinine, mais quand vous allez voir dans vos laboratoires, vous avez des normes. On vous dit, par exemple, la créatinine dans mon laboratoire, c'est de 7 à 14. On ne vous met pas l'antériorité. Alors que là, vous le voyez bien, dès lors qu'on a 1,5 à 2 fois la valeur de base, on est déjà en stade 1. Donc, quand on a, alors je prends en milligrammes par litre, ce sont les unités notamment au Cameroun. Si on a une créatinine qui prend 3 points, c'est déjà inquiétant. Mais vous allez avoir des patients qui vont prendre 3 points, mais qui restent dans les normes du laboratoire.
ni le médecin, ni le patient ne s'en inquiète, alors qu'on est déjà en train d'évoluer. Et donc, quand on passe après de 2 à 3 points, vous voyez, on est en stade 2, et voilà. Donc, c'est pour dire, malheureusement, aussi, on est dans un milieu où nos laboratoires ne nous aident pas. Et ça, c'est pour ça justement qu'on a créé cette fameuse bionéphrologie pour pouvoir vraiment travailler ensemble à la fois sur l'obligation des résultats de laboratoire et pour les médecins de s'investir aussi bien dans la prévention que dans le soin. Vous voyez que si effectivement on vous précise votre chiffre antérieur et que vous voyez que vous avez un delta de plus de 2, voilà, je vais prendre un exemple, vous avez une créatinine à 7, vous passez à 14, vous avez doublé, mais comme votre laboratoire vous dit la norme c'est entre 5 et 15, on ne s'en inquiète pas, alors que vous êtes déjà dans une forme rapidement progressive. Donc il y a beaucoup de choses à faire aussi au niveau de nos laboratoires, pendant qu'ils vont aider à faire un dépistage précoce. Et bien évidemment, la durée, je vous l'ai dit, hein, j'ai commencé par ces diapositives, le rein produit l'urine. Donc, quand on fait un bilan rénal, on fait d'abord une évaluation, on va dire, urinaire avant de faire la prise de sang. Et il y a encore des malades, on a encore des cas récents de personnes anuries qui restent à la maison. Et ce n'est pas toujours évident. Dans ce cas de figure, effectivement, on a la dialyse qui va être indiquée quand on a effectivement une insuffisance rénale aiguë, on va dire, très avancée. Et là, la dialyse, c'est vraiment pour, on va dire, sauver la vie, épurer le temps de traiter. Hein. Donc, la dialyse ne remplace pas effectivement le traitement qui soit étiologique ou autre. Dans l'autre cas de figure, où donc là, c'est une maladie rénale chronique qui est déjà installée, on va avoir effectivement des maladies, comme on l'a dit, avec une fonction rénale normale, une fonction rénale qui est beaucoup plus altérée. Et là, pareil, on a également le bilan urinaire qui est important. On connaît beaucoup la bandelette urinaire, mais peu de médecins font le dosage quantitatif, alors que c'est important également d'avoir le taux d'albumine dans les urines au moment du diagnostic, au moment effectivement du traitement, pour nous aider à savoir effectivement si on est dans le, on va dire, le bon cheminement. Et là, vous allez voir les codes couleurs, on aime beaucoup aussi en néphrologie, mais attention aux petites, je dirais, particularités. Là, vous allez voir le code vert, on va vous dire, ben, lorsque là, on a du coup estimé, on est parti dans la créatinine pour estimer la fonction rénale avec le fameux donc, GFR ou DFG. Donc, c'est bien de faire la créatine, mais c'est surtout mieux d'estimer la fonction rénale de cette manière-là. Vous allez avoir des patients qui n'ont pas d'albumine dans les urines et qui ont une fonction rénale normale qui sont dans le vert. Bon, là, on va dire pour tout le monde, OK, mais attention, voilà, on a quand même aussi des cas où la filtration gloméraire est très importante, donc ça ne va pas être le cas ici. Mais je tiens à attirer votre attention sur le deuxième trait vert. Alors, on va vous dire effectivement, on a plutôt un risque qui est faible. Mais attention, parce que avoir un DFG, comme vous le voyez, entre 60 et 90, pour une personne, on va dire, d'un certain âge, ça a son temps. Mais une personne jeune, il faut courir en néphrologie. Et malheureusement, beaucoup de médecins vont nous dire, bah, le DFG n'est pas inférieur à 60. Moi, je garde le malade, alors que non, il faut voir un néphrologue. Et ce sont des personnes qui vont malheureusement progresser et qui vont arriver là au stade terminal, qui est là, le fameux kidney failure. Et c'est là où, bah, malheureusement, on ne peut plus rien faire que d'accompagner les patients. Donc, la dialyse qui prolonge la vie, elle est importante, mais le rôle premier du néphrologue, c'est justement d'agir un petit peu en amont lorsqu'on peut encore, on va dire, s'assurer de la moindre progression de la maladie. Alors, c'est important justement de parler des facteurs de risque, et il faut le dire, malheureusement, dans les pays, on va dire, à ressources limitées, la maladie rénale aiguë est très importante. Hein, 13 millions par an, on a quand même 11 millions dans les pays on va dire, à ressources limitées, notamment chez nous. Et vous le voyez tout de suite, je commence par ça, parce qu'en fait, c'est important de faire un diagnostic, et moi, je dis toujours aux médecins, lorsque vous avez une altération de la fonction rénale, une créatine élevée, dites-vous d'abord qu'on est dans de l'aigu. Après, on verra, on va dire jusqu'à preuve du contraire. Parce que l'aigu peut complètement récupérer. On peut aller malheureusement à une maladie rénale chronique. Et ces patients vont avoir ce qu'on appelle une acutisation, donc faire de temps en temps des épisodes comme ça de déconvention rénale aiguë et vont évoluer malheureusement vers le stade terminal. En fait, on n'est pas au stade terminal, c'est-à-dire que voilà, on voit quand même les choses venir, mais quand nous, médecins, on a déjà des patients qui sont déjà à ce stade-là, c'est un peu compliqué. Donc, bien prendre en charge la maladie rénale aiguë demande en fait à connaître le mécanisme. Et c'est une vraie bataille sur place parce que faire la différence maladie rénale aiguë, maladie rénale chronique, c'est pas ça finalement l'important. Ce qui est important, c'est de mettre en évidence un mécanisme. Est-ce qu'il est immunologique, inflammatoire? Est-ce qu'on a de la régression de la fibrose? Et après, quelle est la fonction rénale derrière? Donc, en fait, nous, on se bat vraiment pour agir au niveau du mécanisme et pas tant sur est-ce que c'est aigu ou chronique, parce que finalement, le pronostic, on va dire au temps T,
et on n'a pas toujours la réponse parce qu'il faut se laisser du temps. Une maladie chronique, c'est au bout de 3 mois qu'on peut se prononcer. Alors que donc, en aigu, on est entre 48 heures et on va dire c'est subaigu, c'est 3 mois. Donc, c'est pas toujours évident. Et donc, la petite image après, c'est simplement du coup pour déjà mettre un petit peu, parce qu'on a parlé de prévention, quelles sont les personnes un petit peu à risque chez nous, mais je pense qu'il faut retenir dès ce soir qu'il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut agir, donc ils sont effectivement modifiables, c'est un petit peu tout ça. Les maladies cardiovasculaires, les maladies, donc on a parlé d'hypertension, l'insuffisance cardiaque, la fibrillation atriale, toutes les maladies métaboliques que vous connaissez dans le diabète, tous les comportements à risque aussi rentrent dedans, hein. On sait que le rein aime le muscle, mais lorsque vous êtes sédentaire, lorsque vous avez une activité physique qui est faible, lorsque vous fumez, notamment le tabac va en fait accélérer un petit peu l'évolution, l'altération de la fonction rénale. La maladie rénale aiguë, on le met là. La fibrose, la protéinurie. La protéinurie, c'est un petit peu, on va dire, une anomalie du filtre rénal. Donc, c'est pas normal d'avoir beaucoup de protéines et ça peut effectivement entraîner des dégâts au niveau rénal. Donc, la maladie rénale chronique, en fait, est un état d'inflammation assez continue et qui va en fait accélérer le vieillissement de notre organisme. Donc, tous ces facteurs, finalement, on peut agir dessus, mais il faut quand même rappeler, et surtout chez nous, on va dire en Afrique, on a notre identité qui nous a protégés, on va dire, à un moment donné contre de nombreuses maladies, notamment la trypanosomase africaine. On a développé des mutations génétiques, notamment la POL1 qui a été mis en évidence et qui nous rend finalement beaucoup plus susceptibles à avoir des maladies, on va dire, sévères, dont l'hypertension, dont les maladies rénales également. Mais on n'oublie pas que voilà, les personnes âgées, les hommes également sont également les personnes qui peuvent évoluer très rapidement. Les femmes vont avoir un taux de prévalence beaucoup plus élevé de maladies rénales chroniques, mais les hommes sont de forts progresseurs. Les personnes qui sont nées notamment avec un petit poids de naissance, les antécédents familiaux, hein, c'est vrai que Brice en parlait tout à l'heure, lorsque vous avez une personne dans une famille qui a une maladie rénale, il faut vous faire dépister et ne pas mettre comme ça des yeux sur c'est important. Et bien évidemment, toutes les femmes enceintes, et là, si on respecte un petit peu les nomenclatures, elles sont toutes dépistées. Donc, le message, je pense, au-delà des symptômes, parce que le silence reste le premier symptôme, c'est de vous dire, est-ce que vous avez un facteur de risque, oui, non? Et si on en a un, ben, on pourra effectivement avancer. Et donc là, je rappelle un petit peu justement un petit peu les recommandations. La maladie rénale chronique est une maladie qui va malheureusement progresser. Et je lis souvent en consultation, les reins, c'est comme la peau, ça prend des rides. Donc on a déjà une altération pardon, physiologique de la maladie rénale, de la fonction rénale, pardon. Et lorsqu'on a une maladie en fait qui va se rajouter, ça peut effectivement compliquer un petit peu les choses. Et là, vous allez le voir, en fonction de votre niveau de fonction rénale ou rapide, ou la créatine, la pamlacimine, DFG, vous allez avoir en fait un risque d'évolution beaucoup plus rapide vers la maladie rénale terminale qui est là. Donc là, je prends par exemple un DFG entre 30 et 60, votre risque d'évolution est de 3 à 5 en 5 ans. Et si par contre, on vous diagnostique, on commence un suivi entre 20 et 30 de DFG, vous voyez que votre risque est doublé, dans 10% en 2 ans. Et moins de 10, non, pardon, entre 10 et 20 de DFG, le risque d'évoluer vers le stade terminal passe de 40% en 2 ans. Donc, c'est très important. Et effectivement, après, les recommandations, on va les voir, ne sont pas les mêmes partout. Là, on va dire effectivement un DFG à moins de 20, il faut commencer à discuter la greffe ou la dialyse. Ce n'est pas du tout le cas chez nous. On va le voir déjà parce que les personnes n'ont pas toujours les moyens et parce que la tolérance, notamment des sujets africains, est quand même assez meilleure, on va dire. Donc, on a tendance à mettre nos patients, on va dire, dialyse plutôt aux alentours de 10, quoi, en train de préparer si on peut. Et donc, il est conseillé de commencer à voir un néphrologue, on le voit entre un DFG entre 30 et 60. Le problème, c'est que c'est un intervalle qui est trop large. Et c'est vrai quand on discute avec beaucoup de confrères, et c'est une des raisons notamment pour lesquelles les néphrologues voient les patients trop tard. Et c'est d'ailleurs un médecin généraliste qui avait utilisé cette image lors d'un topo qui m'avait dit, mais docteur Ovada, mon DFG n'est pas encore à 30, donc je ne vous transfère pas le patient. Ben, sauf qu'en fait, il faut avoir une idée de la maladie rénale. Il faut avoir une idée un petit peu, comme on l'a dit, voilà, de cette agression, de ce qui a été fait, et ne pas attendre d'être à 30, parce que là, le néphrologue, malheureusement, ne pourra plus rien faire. Et donc là, je rappelle bien en bas qu'il s'agit d'une agression non physiologique et continue de la fonction rénale. La maladie rénale chronique, on appelle MRC de façon générale, c'est un vieillissement accéléré. Et vous allez le voir, effectivement, vous comparez une personne de 20 ans en dialyse avec une personne de 20 ans non dialysée, c'est pas la même chose. Et à partir
partir de 40 ans, rappelez-vous, on perd quand même un point de DFG par an. Et donc, si à 40 ans, vous êtes un dialyse, c'est que vous comprenez qu'on est dans un système, effectivement, où il y a pas mal de problèmes. Alors, on va maintenant aborder effectivement la dialyse parce qu'il a été question, en fait, c'est un sujet sur la dialyse. Et donc, j'ai tenu à rappeler un petit peu ce concept après cette première partie de l'insuffisance rénale. Donc, le premier centre de dialyse a été donc créé en 1990 au Cameroun, donc à l'hôpital général de Douala. Et vous voyez, les néphrologues étaient donc très peu de néphrologues. En 2002, deuxième centre de dialyse à l'hôpital général donc, de Yaoundé. Et donc, depuis 20 ans, ça a été donc une priorité effectivement nationale, donc de mettre en place un centre de dialyse, en tout cas dans chacune des régions, et c'est le cas actuellement. Le DS de néphrologie, donc la formation également est très importante. On va le voir, on est quand même dans des pays où on est en couverture, on va dire, spécialiste quand même très faible. Donc, depuis 2008, on forme. En 2021, il y a eu la première consultation rénale parce qu'effectivement, il faut le rappeler, hein, les patients en stade terminal, en général, démarrent la dialyse en vue d'un programme de translocation. Donc, depuis quand même 5 ans, il existe chez nous. Il y a une, 19, je crois, cas actuellement. Et en 2023, c'était vraiment avec notamment la CSU, on a quand même une évolution, notamment au niveau des coûts. Mais on va le voir, ça ne fait pas tout. Malheureusement, au Cameroun, l'hôpital, on va dire, public n'est pas gratuit. Alors, quand on parle de dialyse, je pense qu'il faut avoir en tête trois parties. D'abord, le patient, et on va le voir, nos patients sont très jeunes. Et donc, et je pense qu'on est vraiment, s'il y a vraiment un message que je veux apporter ce soir, c'est de se poser un petit peu les bonnes questions sur pourquoi nous sommes si jeunes en dialyse. Et nous, médecins, quand on passe un petit peu d'un système à un autre, on est le plus jeune par rapport à nos patients, à plus vieux par rapport à nos patients, ça peut vraiment faire mal. Il faut également un abord vasculaire, là vous le voyez au milieu, pour la dialyse. Et bien évidemment, là, vous reconnaissez la machine de dialyse ici, donc à laquelle va être connecté le patient. Et donc, si on revient sur le profil, ce qu'on sait quand même, c'est qu'on a à peu près, dans la maladie rénale aiguë, je vous l'ai dit, qui est quand même une cause de maladie rénale chronique à terme, on a 15 à 33 de patients donc incidents. C'est beaucoup, notamment chez les enfants, avec donc une non-reconnaissance par les néphrologues qui est quand même assez importante, 30. Et vous voyez, 10 à 50 des patients démarrent la dialyse. On va voir un petit peu pourquoi c'est anormal après. Et j'en profite pour remercier notamment le professeur Hermine Fouda qui m'a donc passé ces diapositives. Et la question de l'insuffisance rénale a déjà fait l'objet notamment de pas mal de symposiums, dans petit clin d'œil effectivement on va dire aux Parisiens à la session Medi-Training, où c'est vraiment important aussi de mettre un petit peu en lumière ceci. Dans 10 à 14% la prévalence de la MRC, c'est un petit peu ce qui se passe dans le monde. On va dire on n'est pas très loin. Mais là où, si vous voyez que c'est un peu compliqué, c'est que l'âge moyen à l'admission, c'est 46 ans. On va dire 36 à 56. Donc, c'est quand même très jeune, avec un niveau socio-économique qui est plutôt bas. Nos malades, effectivement, sont jeunes, ils sont pauvres. Ils payent tout. L'assurance, on a dit santé, même malgré la CSU, c'est quand même encore limité. Et on reçoit les malades très tard et beaucoup démarrent la dialyse. Alors, quand on parle en Europe de préparer un malade à la dialyse ou à la greffe rénale, ben, chez nous, c'est une utopie. 80% des patients vont démarrer la dialyse, en fait, en urgence. Et donc, c'est un problème, la référence tardive, et notamment, vous voyez, les patients qui sont hypertendus n'ont pas de véritable suivi néphrologique, c'est un vrai problème. On a quand même encore 22%, quand on regarde notamment les causes hein, de mise on va dire en dialyse, vous avez donc l'HTA, le diabète, on a encore chez nous les maladies, on va dire, inconnues, de causes inconnues, et notamment les médicaments vont, ce qu'on appelle un peu la phytothérapie, ça va jouer pas mal, et c'est quand même assez intéressant parce que j'étais encore à une ronde il n'y a pas si longtemps et le médecin dit bah, docteur, le patient est toxico. Et je me dis bah, qu'est-ce qu'il consomme? Phytothérapie. Donc vous voyez, on a aussi maintenant nos petits codes un peu néphrologiques, un petit clin d'œil à la psychiatrie, mais finalement, la phytothérapie, on ne la maîtrise pas, mais elle semble quand même faire beaucoup de dégâts. Mais des patients qui vont consommer beaucoup de choses à l'extérieur. Et donc, ça semble quand même être, en plus des raisons, on va dire, un peu environnementales aussi, une des causes un petit peu de ces maladies inconnues. Donc, le screening, vous l'avez vu, est très tardif. Les médecins ne font pas le dépistage et surtout, si on se limite à la créatinine seule, on va passer à côté d'une authentique maladie rénale, je vous l'ai expliqué. Attention au nombre du laboratoire. Il n'y a pas de référence précoce. Vous voyez quand même 36%, c'est énorme. Et bien, les patients ont peur.
ils ont effectivement recours à des thérapies, on va dire, alternatives. Et même encore, ceux qui ont des cas familiaux, c'est encore là où c'est, je dirais, le plus dangereux. Et donc, comme je vous le disais, la dialyse chez nous, qu'elle soit en aigu ou en chronique, bon, en aigu, ça va se comprendre, on va dire, on va la faire en urgence, mais ce qui est absolument incompréhensible, c'est un petit peu les causes. Donc, au niveau rénal, si vous voulez, on a plusieurs quartiers généraux. Bon, je vais passer un peu vite parce que voilà, c'est pas pour des médecins, mais voilà, on a des glomérules, on a des tubes, on a des vaisseaux à l'intestin. Mais quand vous regardez les causes en fait qui mènent les patients à la maladie rénale chronique et qu'on a à dialyser jusqu'à 50% des patients, vous voyez le sepsis, l'hypovolémie, la phytothérapie, le paludisme, c'est quand même intéressant de se dire, mais pourquoi ce sont les causes, si on peut travailler, on peut traiter, on va dire en amont, ces patients n'ont pas besoin d'aller en dialyse, vous voyez, quand même avec une mentalité importante. Donc, il y a besoin effectivement je dirais, de mieux travailler. Et après, voilà, c'est des causes, on va dire, un peu génériques, il faudra après creuser dans le dossier. Mais le paludisme qui détruit les reins, ça existe encore et on en est encore là. Et donc, chez les malades chroniques, hein, ce que je dis, malheureusement, on n'a pas le même accompagnement qu'on peut voir comme en Europe. On va démarrer quand même 80%. Et là, c'est sans les datas de Bouya, petit clin d'œil à notre nouveau président de la Société camerounaise de néphrologie, le docteur Tewafeu, qui écrit beaucoup notamment sur l'aigu et aussi sur du chronique. Vous voyez quand même qu'on a beaucoup de cas avec donc des symptômes OAP, encéphalopathie donc urémique. Ce sont des symptômes vraiment d'une personne qui a attendu la fin avant de dire, mais là, docteur, vous me dialysez. Donc, on a beaucoup à faire parce que la dialyse, quand on a une maladie rénale chronique, ça se prépare comme un projet de transplantation rénal, mais chez nous, on n'est pas encore effectivement, je dirais, bien outillé pour le faire. Alors, l'abord vasculaire, je vous ai dit, on a parlé effectivement du profil patient. L'abord vasculaire, donc, pour faire la dialyse, il y a donc, la mise en place d'un cathéter. Alors, je corrige tout de suite au niveau du prix parce que docteur Nono m'a fait comprendre que c'était pas ça. La pose, en fait, je dirais, le prix va inclure à la fois le cathéter, le petit matériel et la pose. On est à 85 000, je crois, et avec la CSU, 110 000 francs. Donc, vous imaginez quand même, c'est à la charge du patient. On a vu, on va le voir, effectivement, l'État fait beaucoup d'efforts par rapport à la séance de dialyse. Mais le cathéter, le patient doit le payer. Et attention, docteur, il faut bien en prendre soin parce qu'il ne faut pas le faire tomber, ce cathéter-là. Parce que voilà, c'est quand même 70 000 francs, c'est important. Mais si on n'a pas ce cathéter, on ne pourra pas assurer notamment la fonction épurative qui n'est qu'une seule des fonctions. On va le voir durant après. Donc, la dialyse est un traitement effectivement substitutif qui ne va remplacer qu'une des fonctions, mais le malade va encore avoir besoin d'autres médicaments importants, mais parce que on ne remplace pas toutes les fonctions. Et là, je vous montre ici en photo simplement l'image d'une fistule radio-radiale qui est créée en fait chez une patiente. C'est en gros une j'allais une anastomose en fait, c'est la couture en gros entre une artère et une veine ici, donc la veine après va se développer sur laquelle on fera les ponctions, mais c'est le meilleur on va dire abord vasculaire qui va notamment limiter toutes les complications infectieuses et en général quand elles sont mises en place il faut quand même attendre 4 à 6 semaines le temps qu'elles maturent. Donc vous voyez la plupart de nos patients ont dialysé sur un cathéter et normalement le cathéter ne doit pas durer un certain temps, mais chez nous comme dit un malade, le cathéter sait que je n'ai pas l'argent, bah, ils vont rester sur le cathéter pendant longtemps. Donc, on risque d'infection encore plus. Donc, c'est pour dire que oui, il nous faut effectivement des machines. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le volet séance, mais ce qui est à charge en fait des patients est encore effectivement très, très important. Et rappelez-vous, ils sont quand même très jeunes. Alors, au Cameroun, actuellement, on va dire chez l'adulte, hein, je vais parler essentiellement de l'adulte parce que chez l'enfant, on a effectivement un mode de dialyse qui est la dialyse péritonéale, la dialyse donc par le ventre, qui est fait à Boya, Yaoundé, mais dans les cas de maladie rénale aiguë, c'est pas en tout cas le plus fréquent et en tout cas dans mon domaine d'expertise, on considère qu'il y a à peu près 1300, 1200, 1300 patients en dialyse chronique. Et la dialyse, c'est le régime, malheureusement, de 2 fois par semaine, on va dire, qui est pris en charge. Donc, vous savez, je vous ai montré tout à l'heure, dans le rein produit l'urine, et sont des malades qui, au fur et à mesure du temps, ne vont plus uriner. Et donc, en fonction de votre, on va dire, quantité d'urine, on va pouvoir, en fait,
vous proposer un type de traitement. En général, c'est 3 fois par semaine. Mais voilà, c'est pas toujours, on va dire, financièrement aussi possible. Mais idéalement, nos malades, notamment qui n'ont plus de diurèse, doivent être à 3 séances par semaine. Et je rappelle que la dialyse, c'est pas simplement être branché à une machine. On a après nous des critères qualité. On a des bilans à suivre, on a des patients effectivement à réévaluer. Donc, 2 séances par semaine, pardon, c'est pas toujours évident. Mais il y a quand même une nette évolution puisque maintenant les malades vont simplement dans le secteur public payer un forfait donc annuel pour la dialyse de 15 000 francs. Dans les centres privés qui existent, vous allez voir, on peut avoir de 65 000, pardon, 75 000 francs CFA, donc la séance. Dans les centres privés, vous en avez donc à Douala, à Baganté et à Yaoundé. Donc, au Cameroun, on peut prendre en charge les patients vacanciers, les patients étrangers, même effectivement les patients assurés. Donc, je m'appelle toujours, il y a 15 ans, de ces fameuses cartes où on disait où partir en vacances, non, n'allez pas en Afrique. Mais en fait, si, on peut quand même accueillir effectivement ces patients parce que les centres existent, mais les coûts, vous le voyez, effectivement, sont différents. Donc, avec la CSU, il y a beaucoup d'efforts faits pour les patients locaux. Les patients étrangers peuvent venir et ils viennent, hein, donc ça, c'est une très bonne chose aussi pour nous. Mais il y a effectivement une logistique effectivement, qu'il faut mettre en place. Donc, on parle effectivement de dialyse non autonome. Je vais finir par ça parce qu'en fait, c'est la dialyse en centre qui est proposée. Et c'est vrai que ça pose souci. On a une population qui est très jeune, qui est mise en dialyse parce que finalement, elle n'a pas le temps. Le travail, c'est compliqué. La vie sociale, c'est pas évident. Et donc, c'est une dialyse qui ne va pas permettre de rester, on va dire, autonome, indépendant. Et voilà, c'est une vraie bataille. Donc, contrairement à d'autres pays, on a des dialyses à domicile, dialyse en fait de personnes beaucoup plus autonomes pour les jeunes. Nous, malheureusement, encore, dans la plupart des cas, nos patients qui ont donc entre 36 et 56 ans, donc 6 ans, ben, vont être en fait en centre, donc 2 à 3 fois par semaine pour ceux qui peuvent payer leur troisième séance. Alors, l'accessibilité, vous pourrez voir un petit peu de tout, hein. Et effectivement, ce qui est bien de pouvoir se comparer, parce qu'on parle du Cameroun, mais vous allez voir, les autres pays ont les mêmes problèmes que nous. L'argent, c'est bien, oui, l'argent, c'est bien, mais on a quand même aussi un traitement qui demande notamment beaucoup en termes d'eau, hein. La séance de dialyse, c'est quand même 400 à 500 litres d'eau, c'est pas banal. Et donc, il y a tout un mouvement actuellement, notamment de néphrologie verte, on se pose la question de réchauffement climatique, de pas mal de choses, pour dire quelle est finalement la technique, comment est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer notamment ces techniques-là qui consomment également beaucoup en déchets. C'est quand même 900 000 tonnes de déchets plastiques par an, c'est quand même beaucoup. Donc la question d'accessibilité est vraiment importante. Mais dites-vous aussi que le fait de recevoir les patients à des stades très avancés, on ne pourra justement pas faire mieux que ça. Donc notre objectif aussi, c'est de se dire, si on veut rendre les modalises accessibles, c'est de pouvoir, entre guillemets, peut-être la réserver et à des personnes sur lesquelles comment dire, sur ces facteurs non modifiables, il y a juste les facteurs modifiables en amont en disant, ben voilà, on va réduire la proportion de malades, par exemple, hypertendus, diabétiques, qui arrivent en stade terminal, parce que maintenant, on a la chance d'avoir des médicaments qui vont permettre de réduire cette évolution, et donc de réserver, entre guillemets, un petit peu l'hémodialyse, voire la greffe rénale, à une typologie de patients qui finalement n'ont peut-être pas le choix, ceux qui naissent avec une polykystose, voilà. Mais bon, le débat, on peut y passer des heures, mais je veux dire, l'accessibilité, c'est pas simplement de l'argent, et on est de plus en plus à se dire qu'il faut effectivement dépenser mieux, mais proposer également une espérance de vie en meilleure santé. Donc, avoir un camembert, comme on l'a vu tout au début, avec 1% seulement de 0,1% de patients en dialyse pour les néphrologues au Cameroun, nous, c'est encore du rêve parce que mais malheureusement, on est encore à 75% des cas. Et donc, je finirai un petit peu par ça parce qu'on m'a demandé de parler de prévention. En même temps, parler de dialyse, c'est pas toujours évident. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les recommandations sont claires et elles sont connues partout, hein. Toutes les personnes qui ont du diabète, de l'hypertension, une maladie cardiovasculaire, toutes les personnes âgées, oui, effectivement, sont plus à risque, mais attention parce que les personnes âgées, des fois, on va dire à tort qu'elles ont une maladie rénale. J'ai dit, les reins, c'est comme la peau, ça prend des rides. Mais la personne jeune qui a une altération de la fonction rénale, malheureusement, au Cameroun, on lui dit, ben, va boire de l'eau. Et celles-là, on ne les voit pas jusqu'à des stades assez avancés. Donc, il y a de nombreuses pathologies, hein, les pathologies infectieuses, les maladies de système, on va dire notre
identité. J'aime bien ce terme-là. La maladie rénale, en fait, est une maladie clairement environnementale. Donc, il faut effectivement arriver à définir un peu le risque individuel de chacun et faire, comme l'a dit Brice au tout début, faire votre dosage de créatinine, mais il faut surtout évaluer la fonction rénale avec l'estimation ici du DFG. Là, ils ne l'ont pas mis dans les recommandations. Et maintenant, il y a d'autres marqueurs, dont la cystatine C, je ne vais pas en parler là, qui sont un peu plus onéreux. Ça coûte quand même 10 fois plus cher chez nous, mais ça peut être intéressant de le faire. Donc, le bilan sanguin, mais surtout le bilan urinaire, il y a effectivement un dosage quantitatif à faire qui est important. À défaut, on fait une monette urinaire. Vous ne pouvez pas dire que vous avez un bilan rénal satisfaisant avec uniquement une prise de sang. Le bilan urinaire est fondamental. Et donc, la maladie rénale, le temps a été un petit peu limité, mais on sait notamment nous expose également à des complications, notamment cardiovasculaires, qui sont très importantes. Dans tout ce que vous pouvez faire, notamment en termes de modification de votre, on va dire, vos habitudes de vie, que ce soit l'activité physique, la sédentarité, l'hygiène, on va dire, alimentaire, l'arrêt du tabac. Euh, on va vérifier systématiquement, en tout cas au Cameroun, la pression artérielle, la glycémie, notamment le poids, l'IMC, la sérologie VIH, si je peux rajouter, parce qu'effectivement, c'est un petit peu les grands pourvoyeurs de maladies rénales très évolutives chez nous. Il y a également des médicaments maintenant qui nous permettent de freiner les choses. C'est pour ça qu'on ne peut plus parler effectivement de dialyse un petit peu, je dirais, il y a 10 ans comme maintenant, parce qu'on a vraiment des médicaments qui nous aident à freiner les choses. Et même lorsqu'on décide effectivement de ne pas être dialysé, on va le voir, c'est pas toujours évident, une décision éclairée ou pas toujours, on a quand même des médicaments pour ralentir et éviter effectivement que la personne ne décède. Et là, on rappelle toujours attention aux néphrotoxiques et on encourage vraiment les médecins, ce qui n'est pas fait en routine, à évaluer le DFG pour justement adapter les médicaments dont tout médecin prescripteur et toute personne qui prend un médicament, notamment, doit connaître quel est son niveau de fonction rénale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un petit peu créé cette mouvance un petit peu de bionéphrologie, parce que nous, on met en avant finalement le facteur de risque au-delà du symptôme et au-delà de est-ce que j'ai une maladie rénale ou pas. Donc, si vous avez en fait si vous n'avez pas de facteur de risque, si vous n'avez pas de maladie rénale du coup aiguë, parce qu'en fait, ça suppose que vous avez fait un dépistage de façon systématique, et là, il faut vraiment amener nos populations à le faire. On ne détecte aucune maladie. Vous êtes en fait dans la partie healthy group, donc prévention, on va dire, primaire. Et dès lors qu'il y a un facteur de risque, et on est d'accord, il n'y a aucune maladie rénale, en néphrologie, on considère que vous êtes dans un groupe à risque et vous devez faire une évaluation annuelle. Et pour nous, c'est très important parce qu'on ne peut pas faire comme notamment en cardiovasculaire où on aura une prise en charge en prévention primaire ou secondaire. Nous, les maladies rénales sont silencieuses. Donc, il faut en fait pouvoir mettre un critère un peu plus important pour dire que la prévention secondaire, vous n'êtes pas malade, mais vous êtes à risque, il faut vraiment vous faire dépister. Mais malheureusement, dès lors que vous avez une authentique maladie rénale, on n'est pas encore en phase terminale, vous êtes dans le troisième groupe. Et là, on va mettre en place des mesures de néphroprotection et c'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Et en stade donc terminal, donc c'est la partie en noir malheureusement, bah, la prévention quaternaire, c'est simplement les reins sont déjà très abîmés et notre rôle, en fait, va être simplement d'éviter que la personne ne décède. Et c'est important de maintenir en vie, donc par la dialyse, par la transplantation rénale. Et quand tout ça n'est pas possible, c'est de ralentir, on va dire, un petit peu l'issue fatale par la mise en place de certains médicaments. Donc, ces modes de prévention sont très importants et je voulais vraiment terminer un petit peu par ça en disant la dialyse, comme la transplantation rénale, sont des vont sauver, vont également prolonger la vie. Et au Cameroun, c'est quelque chose qui est possible, mais ça a quand même un coût qui n'est pas négligeable. Donc, pour terminer un petit peu sur la typologie de nos patients, la maladie rénale terminale touche les individus qui sont très jeunes chez nous. J'ai à croire qu'on fait la crise de la quarantaine très tôt, Brice, probablement. Donc, éviter ou maîtriser la maladie rénale, en fait, demande à ce qu'on ait un meilleur dépistage. Et je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir un symptôme pour se faire dépister. Et vous l'avez vu, les patients vont avoir une légère élévation de la créatinine, on va leur dire va boire de l'eau, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Nous sommes en Afrique centrale, d'ailleurs au Cameroun, prédisposés. Donc génétiquement, il faut vraiment
tout de suite aller se faire dépister. Et voilà, dès lors qu'on est voilà, 30-40 ans, il ne faut pas hésiter à le faire. La maladie rénale chronique, c'est une maladie qui vieillit vraiment vite, hein. Et c'est important dans toutes ces complications qu'on peut voir, sont liées à un état pro-inflammatoire. Et c'est en fait un vieillissement donc accéléré de tout l'organisme. Et attention vraiment à toutes les personnes hypertendues. Elles peuvent développer une maladie rénale et comme celle-ci peut également faire progresser de façon plus vite la maladie rénale chronique va être le stade de terminal. Donc, au Cameroun, nous ne proposons actuellement que l'hémodialyse en centre chez l'adulte. Et vous l'avez vu, malheureusement, nos patients, ben, localement, démarrent la plupart du temps la dialyse dans l'urgence. Et je terminerai par cette phrase que j'aime beaucoup du premier patient de l'hôpital à Quintigny qui était dans dialysé, qu'on a pu greffer en moins d'un an, qui a organisé sa transplantation rénale. Alors, à l'époque, il n'avait pas souhaité, en fait, ça, c'était pas au Cameroun, il l'a fait en Turquie. Et il y a cette phrase qui est quand même assez poignante. J'ai acheté la vie. Et je pense que beaucoup de dialysés ou beaucoup de personnes transplantées comprendront effectivement cette phrase qui est très profonde. Et moi, je terminerai peut-être ma présentation avec ce message. Était-ce à lui? Était-ce à sa famille? Était-ce au docteur, au ministre Santé ou à l'OMS d'acheter sa vie? Parce qu'on est effectivement dans une maladie, comme on l'a dit, qui est coûteuse. Mais voilà, ces patients valent la peine. Mais l'idée quand même, c'est de pouvoir, parce qu'à un moment donné, on a quand même, il ne faut pas se leurrer, on a quand même une asphyxie et on a ces enjeux socio-économiques qui sont très importants. Limiter les malades qui arrivent à ce stade terminal, c'est mieux. Il faut un meilleur accompagnement, un meilleur dépistage. Mais surtout, il faut trouver des solutions pour les personnes qui sont déjà en dialyse. Et la transplantation rénale en fait partie. Et malheureusement, quand ni la dialyse ni la transplantation n'est possible, que ces personnes ne restent pas à la maison. Il y a effectivement des traitements médicaux pour pouvoir accompagner tous nos patients. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir répondu à pas mal de questions et je suis prête à en prendre s'il y a besoin. Merci. Merci, docteur. Super présentation. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est l'heure de questions-réponses. Vous pouvez poster votre question sur le chat ou vous levez le pouce et puis je vais vous donner la parole. On a déjà une question pour, pour, pour vous, docteur. C'est la question de Fanta qui demande, est-ce qu'il existe des médicaments comme le kétostéril en Afrique pour retarder l'entrée en dialyse? Oui, c'est une bonne question, effectivement. J'en parlais avec le docteur Gambi, qui est néphrologue à l'hôpital à Quintigny. Il le met en place, mais c'est pas encore quelque chose de courant. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est aussi limité, comme on le disait, dans les traitements médicaux disponibles sur place, mais ça se fait. Donc, il y a certains néphrologues qui commencent à le faire, mais c'est pas encore une habitude chez tout le monde. Et c'est vrai que ça, je pense qu'on va y arriver, hein, comme partout, avec les nouvelles molécules, que ce soit celle-là ou d'autres, hein, on arrive même à ralentir la progression de la maladie vers le stade terminal. Donc oui, tout est à prendre, mais il faut que ces patients soient suivis. C'est pas simplement je prends ce médicament, en plus il y a un suivi, notamment diététique aussi à avoir. C'est un parallèle, hein, Brice, c'est-à-dire que voilà, je prends en charge la pression artérielle, voilà, la glycémie, on essaie voilà, de contrôler tous ces facteurs et ces médicaments, effectivement, en plus marchent, mais ce n'est pas tous les néphrologues qui l'utilisent. En tout cas, j'en connais un seul, le docteur Gambi à la Quintigny, qui l'a mis en place justement il y a si peu, donc quelques patients longs, mais je ne pourrais pas encore vous dire localement quel recul on a sur les patients, mais je lui poserai la question. Merci. Une autre question? Moi, j'en profite pour, j'ai une question, j'ai un background un peu plus économique et coût. Donc, juste pour comprendre, donc, au Cameroun, maintenant, il y a la CSU, donc le gouvernement aide. Et donc, tu as vu là, c'est 15 000 par an pour un patient. C'est ça. Et il fait Sachant, ses 2 séances par semaine. c'est ça, c'est 2 séances.
C'est 2 séances par semaine, effectivement. Donc, comment dire, il y avait effectivement à l'époque les fameux 5 000 francs que les malades devaient sortir à chaque séance. Donc, actuellement, non. Donc, c'est un forfait effectivement annuel de 15 000 francs. Mais comme je l'ai dit, c'est uniquement pour les 2 séances par semaine. Si médicalement, il y a une indication à faire une troisième séance, ben, le coût sera un peu plus différent. Et même dans les hôpitaux publics, on peut le faire. Le problème, c'est qu'après, on est aussi un petit peu confronté par la masse. Parce que Ouais. voilà, si on prend tous les patients à 3 séances par semaine, voilà, ça va être un autre régime. Non, c'est vrai que on n'est pas confortable, hein, je ne cache pas, Brice, par rapport à ça. Mais c'est vrai que on aimerait pousser aux fameux 3 séances par semaine parce que la plupart des patients restent anuriques. Donc, quand vous avez un rein qui naturellement fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que vous passez à la dialyse ou là, vous y allez 2 fois. Mais bon, les patients, après, ils sont éduqués. C'est vrai que, mais c'est pas facile hein, quand on est anurique d'avoir ce régime-là. Mais oui, on est à 15 000 par an. Ok, merci. Là, il y a trois questions qui sont arrivées. Je ne sais pas comment tu souhaites les recevoir une par une ou les trois en même temps. Euh, Bonsoir. bonsoir, Bonsoir. allez-y. Est-ce qu'il est possible d'agir par ou il faut absolument écrire dans le chat? Bonjour, docteur Balepna. On t'écoute. Oui. Bonsoir, Erika. Oui, docteur Balepna est Oui, le chef de service de néphrologie de l'hôpital La Quintini de Douala. C'est bien qu'il intervienne. merci Bonsoir, pour la docteur. Merci parole. d'être là. Bonsoir. Je me présente comme docteur Obadala dit. Je suis docteur Baletna Jean-Yves. Je suis néphrologue et je suis à l'hôpital La Quintini, actuellement le chef de service. Alors, je voulais réagir par rapport au kétostéril. Oui, effectivement, c'est un médicament qui a déjà été présenté au Cameroun et auquel j'ai eu à me confronter à Bordeaux il y a 2 ans. Le principal frein, je dirais, à son utilisation courante au Cameroun, c'est son prix. Les conditionnements qui nous sont présentés, c'est des conditionnements de 30 gélules, ou comprimés, par contre, 30 comprimés, à peu près, j'espère que je ne dis pas de bêtises, à peu près 19 000 francs. Et le dosage journalier à prendre, c'est entre 6 et 9 comprimés par jour. Donc, vous réalisez bien qu'une boîte de 30 comprimés, en moyenne, c'est 3 jours. C'est 3 jours. Donc, s'il faut l'utiliser, le patient aura une vingtaine de mille de francs à dépenser tous les 3 jours pour s'acheter son keto stérile, pour retarder la mise en dialyse. C'est bien beau. Je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas encore suffisamment de recul par rapport à la molécule, mais apparemment, elle donne des résultats plutôt satisfaisants. Mais avec un tel prix, on se doute bien que ce n'est pas tous les jours qu'on aura la possibilité d'avoir un patient qui sera prêt à dépenser cette somme tous les 3 jours, voire au pire 4 jours, pour gagner, je sais pas, un mois, 2 mois, 3 mois de mise en dialyse. Donc, du coup, le principal frein, c'est ça, c'est le coût du médicament. Ce n'est pas son efficacité. Donc, nous essayons de le mettre en place dans notre pratique quotidienne, mais on a encore le frein par rapport au prix du médicament. Merci. Merci, docteur. Euh, je prends des questions dans le chat. Euh, il y a des questions en anglais. Erika, tu veux que je te les passe en anglais ou je te les traduise? Comment tu veux les... Tu veux ou tu peux traduire comme tu veux. OK. Je sais pas si Euh, je les donc, on ai. va prendre déjà des questions de prévention. Il y a la prise en charge de ces maladies rénales coûte cher et c'est une maladie au long cours. La prévention n'est-elle pas une alternative pour retarder les phases tardives? Existe-t-elle et est-elle efficiente? Et puis, il y avait une autre question sur
la diététique qui demandait quel est le rôle de la diététique et est-ce que vous travaillez avec des diététiciens? Attends. Voilà. Vous n'avez pas parlé de diététique. Est-ce utile en cas d'insuffisance rénale? Est-ce que vous travaillez avec un diététicien? D'accord, ok. Merci pour ces questions. Alors, je tiens à rappeler effectivement qu'en, je dirais, en 15 slides, c'est un petit peu difficile de tout aborder parce que là, effectivement, ma présentation était plus l'accent sur la dialyse, mais en dialyse, oui, on travaille déjà avec les diététiciens, mais même en dehors. Le problème de la prévention, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, on y croit. Mais quand vous avez déjà, et ça me fait vraiment plaisir que Dr Balepna soit là, lorsque vous avez 65% de vos patients qui arrivent déjà en stade 4 et 5, c'est compliqué. C'est-à-dire que malheureusement, être à 36 ans, avoir déjà un DFG à 15, alors qu'on dit qu'à partir de 40 ans, c'est là où la fonctionnelle commence à baisser, donc on a 80 DFG, vous comprenez qu'il y a vraiment un problème. Donc je pense qu'on a un problème. La prévention, oui, mais surtout la recherche, en fait, également aussi un peu sur nos pathologies. On l'a dit quand même, il y a quand même 22% aussi de patients, on ne connaît pas quelle est la pathologie. Je pense on évolue très vite, on est très jeune, et la prévention commence de toute façon par un dépistage. On est quand même dans un environnement où qui cherche trouve. Et donc, les personnes ne vont pas se faire dépister, les personnes ont peur. Et donc, il y a un moment donné, on ne pourra pas retarder l'arrivée en dialyse si on commence déjà en stade 4-5. Donc, si pareil, on est en stade 1, 2, 3, là oui, on peut se poser des questions. Le néphrologue peut encore faire des choses. Quel est le mécanisme, quelle est l'agression? Mais ne demandez pas au docteur Balebna ou à moi, 4-5 à 36 ans, voilà, d'y rester. Donc oui, la prévention, je dirais, c'est le maître mot. Et nous, à ce stade-là, ce qu'on fait, ben, c'est maintenir les personnes en vie, mais avec les moyens effectivement disponibles. Alors, on travaille avec, moi, je dirais plus des. Je vais pas rentrer un peu dans la guéguerre diététique, médecine nutritionniste au Cameroun, parce que c'est compliqué. Moi, je travaille personnellement avec un médecin nutritionniste, effectivement, pour essayer un peu d'accompagner hein, les personnes en amont. La diététique fait partie de la dernière diapo, effectivement, je l'ai dit, mais les conseils en termes d'hydratation sont très importants. Des conseils en termes notamment de réduction des protéines, on dit animales, avec une consommation beaucoup plus importante en fruits végétaux important parce que notamment quand vous consommez beaucoup de protéines, il y a une charge acide en fait qui est beaucoup plus importante au niveau des reins et vous les faites un peu plus travailler. Donc finalement, on ne demande pas à avoir un régime, à avoir une alimentation équilibrée avec des portions peut-être beaucoup moins importantes. Donc il n'y a pas finalement de petits efforts, mais vous pouvez le faire. Mais vous êtes déjà en stade 4 ou 5, ça va pas vous ramener en stade 1, 2, 3, quoi, je veux dire. Donc, à un moment donné, il faut se dire quelle est finalement la prévention qu'on peut faire. Malheureusement, à des stades avancés comme ceux-là, on est dans la prévention, on va dire, tertiaire, quaternaire. La néphroprotection demande à prendre des médicaments. Mais quand vous prenez des médicaments, par exemple pour la pression artérielle, si vous continuez à manger du cube magie tous les jours, à saler vos repas alors que vous avez, je sais pas, une de tension, ça ne se fera pas. Donc, et je sais qu'il y a une diététicienne dans les services publics, mais moi, je travaille plus avec un médecin nutritionniste. Merci. J'ai d'autres questions. Donc, j'ai une question qui fait suite à la prévention. Que faut-il faire pour pousser nos pouvoirs publics africains à investir plus dans la prévention qu'aux soins qui sont hyper chers concernant cette maladie? Oui, ben, en fait, je pense que Brice, tu as tout dit dans ta phrase. Il faut montrer que la prévention rapporte. Ah, donc, parce que effectivement, quand on a des personnes qui sont en meilleure santé, je pense que c'est aussi une économie qui est gagnante. Et nous, on n'a quand même pas les mêmes populations qu'en Europe. Il faut quand même, effectivement, je veux dire, vous voyez là, la moyenne d'âge, on le dit partout, c'est pas 50 ans, c'est 46 ans. Donc, je pense que effectivement, il faudrait peut-être que ces personnes des institutions regardent un peu voilà, de ce côté-là, mais on a également un effort, je dirais, individuel à faire, notamment sur l'automédication, notamment sur nos croyances aussi, parce que ben, génétiquement, on est un peu plus fragile, je dirais. Donc, investir sur la prévention, c'est important. Il ne faut pas attendre la journée mondiale du rein pour se faire dépister. Il y a des guidelines, je pense qu'aussi, nous,
en termes sur le plan de la Société camerounaise de néphrologie, on doit avancer. Qui doit se faire dépister? Quand? Je vous ai dit, voilà, à partir de 40 ans, le rein commence, on va dire, à vieillir, mais progressivement. Bah, chez nous, il faut peut-être le faire à 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Donc, ce sont des études comme ça qui vont nous amener. Donc, je pense que les pouvoirs publics doivent nous aider à investir dans la recherche pour qu'on puisse mieux définir un petit peu quelles sont nos pathologies. Et comme le dit professeur Grunfeld, que j'aime beaucoup citer, qui est en fait un immense néphrologue parisien, la prévention dépend des connaissances que nous avons des mécanismes physiopathologiques de nos maladies. Donc, sans connaissance, je dirais, il n'y aura pas de prévention. Et voilà, les néphrologues, on ne sommes que 33, et je vous l'ai dit, les patients ne sont pas gérés par nous. Nos malades arrivent très tard. Donc, il y a également pas mal d'informations, de formations qu'on fait auprès de nos collègues non néphrologues, mais c'est pas gagné, mais on y avance. Merci. D'autres questions là? Deux séances, donc j'imagine deux séances de dialyse. Combien de temps dure la séance? Et Alors, une autre question qui est liée à ça, euh, quand on commence la dialyse, jusqu'où, combien de temps ça peut durer? How long pour un patient en stage au niveau chronique? Donc, c'est ça. faut- quand on commence la dialyse, ça peut durer combien d'années? 4 ans, 5 ans, 10 ans? Ça peut durer toute une vie au Cameroun s'il a les moyens, Brice. Je pense qu'il faut, on va dire en l'absence de transplantation rénale, il faut quand même rappeler que oui, donc pour la première volet, je reprends sur ça, c'est 4 heures en moyenne, la séance de dialyse, dont les patients font 8 heures de dialyse par semaine. Et on va dire le gold standard, c'est 12 heures par semaine chez une personne qui n'urine plus. Voilà, donc les malades sont branchés 4 heures et ça dépend après de la tolérance, la pression artérielle, ça dépend du corps. Il y a pas mal d'autres facteurs. On peut être amené à réduire ou à rallonger selon un petit peu l'état. Et donc, la dialyse, on va dire, en elle-même, nous avons, je dis, il faut, une fois que vous avez l'abord vasculaire, une fois que vous avez la machine, toute la logistique, vous pouvez rester en dialyse à vie, mais sauf que ça a un certain coût. Vous avez vu, l'État quand même subventionne aussi, donc je pense que l'hôpital, comme j'ai dit, public gratuit, ça n'existe nulle part. Il y a toujours une personne effectivement qui va financer. Mais si on a des patients qui sont dialyses depuis, on n'a plus en tout cas les survies à un an de l'époque et tout. Non, non, on peut avoir, lorsque la dialyse est bien faite, il y a des critères justement de qualité. C'est pas simplement, il y a bien sûr la quantité fait la qualité, hein. C'est d'ailleurs un des traitements où c'est important de le dire. Plus on dialyse, ben mieux c'est, parce qu'on va se rapprocher, comme j'ai dit, de la physiologie, hein, de l'anatomie, où voilà, on a quand même un rein qui fonctionne 7 jours sur 7. Bon, c'est vrai que si vous avez des personnes qui dialysent, on va dire peut-être 2, 3 heures tous les jours, là, quasiment, elles vont se rapprocher un peu de ce qui est dans la vraie vie. Donc, non, il faut effectivement avoir une idée un peu de la qualité de la diurèse, pardon, de la dialyse. Est-ce qu'il n'y a pas des complications, notamment du fait de l'anémie, d'autres complications, d'autres mêmes maladies surajoutées? Donc, les conditions cardiovasculaires, est-ce qu'il n'y a pas une infection à VIH, une hépatite B, une hépatite C? En fait, c'est un tout. On ne peut pas répondre pour un seul patient, c'est vraiment au cas par cas. Mais oui, on peut rester en dialyse aussi longtemps que ben, les moyens nous permettent et la vie aussi. On va dire ça comme ça, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une complication, notamment liée à la maladie rénale terminale, et ça arrive, notamment l'hypercalémie, on peut voir. Merci. Deux autres questions, et puis comme on est en train de dépasser le temps, on va voir donc l'une des questions qui était une des premières questions de Etaka. Quelles sont les causes principales de décès quand les patients entrent en phase chronique? And why are they mentally affected? So, est-ce que je comprends, est-ce qu'il y a des aspects psychologiques ou mentaux des patients? Donc ça, Oui, c'est alors oui, alors effectivement, alors quand même en maladie rénale chronique terminale, c'est surtout les complications cardiovasculaires.
C'est vraiment de ça que vont mourir les patients. On va dire vraiment si on est dans le cadre, un patient sur une fistule qui va être analysé de façon chronique. Comme je vous ai dit, la maladie rénale chronique, c'est un état pro-inflammatoire, c'est un vieillissement des artères. Donc voilà, donc toutes les complications de notre cardiovasculaire sont vraiment majeures chez nous, avec dans les désordres métaboliques. Hein, voilà, donc c'est les personnes malades du rein on va dire terminaux, meurent du cœur, en fait, dans la plupart des cas. Après, on a également une proportion beaucoup plus importante d'autres pathologies associées, hein, mais principalement, c'est celle-là. Et donc, la deuxième question, Brice, c'était sur C'était les aspects l'aspect psy. mentaux, Alors, voilà. Est-ce qu'ils sont affectés? oui, Est-ce que alors, ça affecte? c'est intéressant parce que, alors, je pourrais peut-être partager la publication après, mais c'est un article justement de Denis Théophon. On en parlait un petit peu hier sur le côté vraiment social, psy des malades. Et en fait, on s'est rendu compte notamment que les personnes qui sont jeunes et pauvres, en tout cas chez nous, vont avoir effectivement du mal dans l'adhérence, l'observance, les médicaments et tout ça. Mais en fait, ils sont pas plus dépressifs qu'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une interrogation qui était intéressante. C'est-à-dire que nos malades sont pauvres, ils le savent. Et finalement, ils vivent un peu au jour le jour. Et oui, il y a effectivement de l'humeur, on va dire, noire, de la tristesse et tout ça. Mais dire qu'ils sont les plus déprimés au monde par rapport à d'autres populations, on va dire, ça semble pas ressortir, en tout cas, dans cette étude-là. Donc, c'est intéressant et ça permet aussi de poser la question des leviers notamment familiaux, des leviers peut-être personnels, au-delà de la monnaie qui peuvent aider ces personnes à tenir. Pour des questions de temps, je prends tes deux dernières questions. 33 néphrologues au Cameroun. Y a-t-il chaque année de nouveaux néphrologues pour prendre en charge puisque vous avez beaucoup de patients graves? Et puis, la deuxième question, c'est plus autour des greffes. Donc, on a parlé de dialyse, mais y a-t-il beaucoup de greffes au Cameroun chaque année? Euh, les greffes concernent plus des cas intrafamiliaux et est-ce qu'il y a des données de décès? D'accord. Alors, je laisserai le docteur Balebna répondre pour la partie formation. Voilà. Et moi, je vais simplement chuter pour la transplantation rénale. Effectivement, donc, depuis 2021, localement, il me semble qu'on est à 19 greffes et c'est principalement du don vivant apparenté, effectivement, les cas familiaux, donc les apparentés, on dit des ascendants de premier degré, donc des parents. Et mais ça marche plutôt bien. Mais on n'est pas, en tout cas, au Cameroun, à des projets sur des dons cadavériques ou autres, parce que il faut se tenir compte un peu du contexte, hein, comme on a parlé aussi de la prise de médicaments. Lorsque vous recevez le rein d'un parent, vous partagez notamment du patrimoine, on va dire, tissulaire, génétique. Donc, on a tendance à avoir une meilleure compatibilité, on va dire, sur le papier, même si on peut avoir des rejets entre eux, des fois dans certains dossiers même de jumeaux. Mais bon, passons, mais c'est pour dire que oui, bon, la DVA est la seule, en tout cas, forme, en tout cas, de transplantation rénale actuellement réalisée au Cameroun et on avance doucement, mais on avance. Je ne sais pas si Dr Balebna est encore connecté, mais il me semble qu'il y a un néphro par Oui, an. je suis là. Mais voilà, c'est pour l'enseignement, la formation des. Voilà, de nouveaux Je suis là. néphrologues. Oui. J'avais levé la main depuis un moment, mais bon, je préférais laisser les questions continuer à être déroulées et apporter les réponses. Allez-y, c'était Alors, les dernières, Vas-y, on te docteur. laisse Désolé. l'honneur. ok, non, c'est pas grave. Bon, j'ai suivi. Pour le volet formation, il faut déjà savoir qu'en 2010, donc il y a 15 ans, il y avait 4 néphrologues au Cameroun. 4 néphrologues pour tout le pays. Si on en est à 33, c'est dire que la formation est là, la formation est en cours. On a une moyenne de 2, 3 néphrologues formés et capacités tous les ans, bien qu'il y en ait qui continuent à poursuivre leur formation, ne sont pas opérationnels tout de suite. Et ceux qui sont formés à l'extérieur et qui reviennent au Cameroun
Donc, le nombre est progressivement croissant. On ne pense pas atteindre le nombre de cardiologues qui sont à plus de 80, mais on fait notre petit nombre de chemin et on pense que on pourra améliorer la disponibilité des soins et la qualité de ce qui peut être fourni à nos patients. Alors, je profiterai, mais vu que j'ai la parole, pour dire deux, trois choses, si vous me permettez, en 2 minutes. Pour dérouler le propos, je dirais trois choses d'entrée de jeu. La première chose, c'est que il y a une douzaine d'années, un travail a été fait à Douala qui a montré que les patients dialysés au Cameroun dépensent en moyenne 200 000 francs l'année, 200 000 francs, 200 000 francs le mois pour leur traitement. Ça, c'est pour les personnes qui vont bien, qui ont leur rapport vasculaire stable, qui ne sont pas hospitalisées, qui ne sont pas tombées malades, qui viennent juste pour leur dialyse et qui rentrent. Eux, ils sont environ à 200 000 francs le mois. Et ceux qui ont plus, en moyenne, hein, et maintenant, ceux qui ont plus de difficultés peuvent se retrouver à 400, 600 000 francs le mois. C'est déjà dire que ça coûte extrêmement cher pour le Camerounais. La deuxième information, c'est que quelques années plus tard, un autre travail a été fait pour déterminer le coût de la maladie rénale chronique avant la dialyse, donc au stade pré-terminaux. Et on retrouvait des montants beaucoup moins élevés. On était aux alentours de 60 à 80 000 francs le mois. C'est dire que la dialyse coûte très cher, la prévention coûte moins cher. Donc, il est plus intéressant d'investir dans la prévention que dans la dialyse. Et la troisième information, c'est qu'il faut savoir que un tiers des patients seulement qui sont en stade 3 arriveront en stade terminal. Un tiers seulement. Ça veut dire que la dialyse, ça veut dire que la prévention est possible, la prévention marche, la prévention coûte moins cher, et donc il vaudrait mieux tout faire pour être dépisté tôt, au stade précoce, d'avoir un traitement plus accessible et à des coûts moins élevés, et éviter de se retrouver donc au stade terminal où on aura besoin de la dialyse avec des coûts beaucoup plus élevés et une qualité de vie un peu moins intéressante et une mortalité qui reste encore assez élevée partout dans le monde. Donc, voilà le mot que je voulais ajouter à la fin. Merci pour le temps que vous m'avez donné. Merci beaucoup, docteur, et merci pour ces précisions. Vous soulevez le cœur même du sujet de ce dont nous, on essaie de faire, qui est de dire que ces maladies graves coûtent cher. La prévention, c'est la clé. Et aussi, en tout cas de notre côté, comment est-ce qu'on fait pour réduire le coût pour les familles quand elles sont... Parce que 200 000 francs par mois, ça fait quand même une certaine somme d'argent à sortir. Donc, comment est-ce que collectivement on peut s'organiser pour aider les familles qui ont des maladies graves comme ça pour supporter financièrement le coût en plus de support médical que vous leur apportez? On est déjà à 17 minutes. Je ne veux pas abuser du temps de nos experts. Merci beaucoup, docteur Erika, d'avoir accepté de venir. Il y a quelqu'un qui a levé la main, Monsieur Francis Dormo. Erika, si vous permettez, on lui laisse l'opportunité de poser la question. Et Monsieur Francis Dormo, vous avez levé la main? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Erika. Je suis le docteur Francis. On s'est connus au Cameroun pour le cas de mon père, si tu te rappelles. Oui, oui. Bonsoir, Francis. Oui. Oui, bon, finalement, j'ai dû le faire venir en Italie et on le suit directement ici en dialyse et il fait 3 fois par semaine. Bon, je vais aller rapidement pour ne plus perdre trop de temps. Plus tard, on pourra approfondir ensemble. Par rapport à la prévention, c'est aussi ce que on avait déjà évoqué quand on s'est vu au Cameroun. Et ici, je travaille comme médecin de base parce qu'ici en Italie, c'est une formation, c'est une spécialité qui dure 3 ans. Et ils ont des protocoles où ils font chaque année à certains patients, surtout ceux après 65 ans, chaque année des examens du sang. Et à travers ça, il y a déjà certains de mes patients qui sont en dialyse. Et j'aimerais savoir si au Cameroun, on peut avoir ce type d'approche, c'est-à-dire chaque année, à certains patients avec certains facteurs de risque, faire des examens de créatinine. Ici, ils ajoutent aussi l'azotémie.
de façon à intercepter les problèmes plus tôt, parce qu'ils ont aussi une série de nutritionnistes, de diététiciens qui agissent pour réduire la charge rénale, ils ont des médicaments et tout. Est-ce qu'au Cameroun, on peut déjà penser à instaurer un système similaire de façon à intercepter les problèmes? Parce que, comme tu as pu voir pour le cas de mon père, c'était juste quelques minutes et c'était déjà tard. Est-ce qu'au Cameroun, on peut organiser ce genre de choses parce que, comme on l'a dit le collègue de l'hôpital, c'est beaucoup plus moins cher que gérer la dialyse. Parce que quand mon père était au Cameroun, on dépensait les sommes similaires pour pouvoir faire la dialyse chaque mois. Est-ce qu'au Cameroun, on peut déjà organiser, on peut planifier, on peut se projeter pour intercepter ces problèmes-là et faire de telle sorte qu'on n'arrive pas à la dernière minute à dépenser beaucoup et faire de telle sorte qu'on puisse dépenser juste peu. Vous avez déjà un projet pour ça et si oui, et comment vous êtes organisé? Oui, merci beaucoup, Francis, pour la question, mais je pense que tu connais effectivement la réponse. On n'a pas de guidelines. C'est vrai que c'est un travail sur lequel on est en train d'avancer. Et on a, et comme je l'ai dit, je pense qu'il faut on investisse vraiment sur la recherche parce que je ne sais pas si mettre 65 ans, par exemple, de dépistage, ça va aller chez nous parce que ce n'est pas la population que nous avons. Donc, moi, j'ai tendance à dépister de façon systématique toute personne dans le cas de la médecine du travail déjà. Donc, tout travailleur, qu'il ait 18, 15, 20 ans autres, il faut le faire. On le fait annuellement, toutes les personnes à risque. Bien évidemment, comme on l'a dit, les hypertendus diabétiques, mais pour l'âge, je ne sais pas après ce que fait Dr Balapna, mais moi quand même, voilà, 20, 30 ans, mais c'est 40 ans, on se dit, voilà, en tout cas au plus tard à 40 ans, il faut le faire. Mais est-ce que chez nous, c'est le meilleur âge? Je ne sais pas. Donc en dehors de ça, je pense que c'est un petit peu la bataille que nous avons, même auprès de nos collègues. Et malheureusement, c'est pas nous qui les voyons en première intention. Et comme tu l'as vu sur la diapositive, moi, la journaliste qui m'avait dit, mais docteur, moi j'ai jusqu'à 30 DFG pour t'envoyer le patient. C'est un vrai problème parce que quand elle envoie le patient à ce DFG-là, on n'a pas contrôlé son bilan urinaire parce qu'effectivement, il n'y a pas que la créatinine, on n'a pas donc on a encore du mal un petit peu à trouver notre place auprès de nos collègues. Et je pense qu'en insistant sur le fait que cette altération de la fonction rénale est trop rapide et qu'un jeune qui a 70 de DFG, ce n'est pas normal, ça va finir par rentrer. Donc et c'est un petit peu l'objectif, je pense, de, de, de de la société, hein, de remettre la prévention et surtout la communication. Si j'en crois les paroles du docteur Denis Toafeu lorsqu'il a pris sa présidence récemment. Mais voilà, il faut en faire une priorité, comme on dit, gouvernementale maintenant, et c'est par ce type d'échange. Et comme je l'ai dit, les pays européens ne s'en sortent pas. On n'a pas une couverture complète, hein, on est loin des 100%, donc on n'y arrivera pas. Dr Balebna, je pense qu'il peut vous dire combien de dialyse il fait par mois. Je pense qu'on est à 900 séances par mois. Le coût est important, mais oui. De toute façon, la prévention, c'est le mot-clé. Je suis d'accord avec vous. Et la maladie rénale chronique terminale est de toute façon maîtrisable et évitable. On est tous d'accord. Oui, si vous permettez, excusez-moi, juste une minute. Juste une minute. Mhm. Oui, déjà, pour ajouter ce que le docteur Obada a dit, nous avons fait à l'hôpital La Quintini 1017 dialyses au mois de janvier 2026. 1017 séances au mois de janvier. Et ça, chaque mois, c'est croissant. Par contre, en ce qui concerne les dépistages, effectivement, comme elle a dit, au Cameroun, on a un souci de guidelines, de recommandations. Pourquoi je le dis? Parce que dans la littérature européenne, on va dire comme ça, en fait, il y a des guidelines internationales, mais qui ne répondent pas forcément à l'environnement africain, notamment camerounais. Au Cameroun, sur mes 10 premières années à l'hôpital, par l'hôpital La Quintini, pardon, mes 5 premières années à l'hôpital La Quintini, donc on dit de 2015 à 2020, mes chiffres montrent que l'hypertension et le diabète ne sont pas les premières causes de maladies rénales en Afrique, enfin, chez nous au Cameroun, ce que j'ai pu trouver à l'hôpital La Quintini, c'est pas ça la première cause. La première cause, elle est inconnue. On a des maladies inflammatoires d'origine inconnue qui peuvent être dues à des infections, à des toxiques, soit pharmacopée traditionnelle, soit la pharmacopée classique, quoi. Donc, on ne peut pas dire
qu'on va se baser sur les recommandations européennes pour faire nos dépistages parce que nous sommes exposés à plus d'infections, à plus de toxiques qui font qu'on a des patients qui ont des maladies rénales beaucoup plus jeunes. Donc, on ne peut pas attendre 40 ans pour commencer à faire des dépistages et on ne peut pas attendre les facteurs de risque classiques. Vous imaginez un jeune de 18 ans qui a été exposé très tôt à des néphrotoxiques dans les potions traditionnelles qu'il prenait, c'est pas à 40 ans qu'il aura sa maladie rénale. À 18 ans déjà, il commence à avoir des signes et des symptômes urinaires. Donc, pour nous, il faut dépister tout le monde. Maintenant, le rapport bénéfice du dépistage et l'efficacité derrière n'est pas très, très intéressant dans les dépistages de masse. C'est-à-dire, on va dans les campagnes, on va dans les églises, on va dans des marchés dépister, on risque de ne pas avoir une réelle efficacité. Ce qu'il faudrait faire, c'est que nos collègues médecins doivent dépister à leur niveau tout le monde qui arrive chez eux pour une maladie chronique ou pas. Ça veut dire que un hypertendu, un diabétique, un patient qui a le VIH, un patient qui a l'hépatite, un drépanocytaire, une femme qui a une prééclampsie, un enfant qui a fait de naissance, une malformation urinaire, tous ces patients vus par nos différents collègues spécialistes doivent être dépités chaque année, dès le premier instant où ils l'ont vu, quel que soit l'âge, afin d'éviter que nous, les néphrologues, qui les voyons secondairement ou voire tertiairement, nous les voient seulement en stade où ils entrent déjà en dialyse et avoir une mortalité très élevée. Voilà en fait le message qu'il faut retenir, c'est que il faut que nos collègues médecins nous aident parce que c'est eux qui voient les patients en premier dans des contextes différents et doivent donc les dépister systématiquement et ne pas attendre d'avoir des trucs compliqués et nous les envoyer très tôt pour que la prévention puisse se mettre effectivement en place. Et même quand il y a des pistes maintenant qui n'attendent pas les DFG de 30 pour nous les référer, qui nous les réfèrent, à l'instant, ils trouvent une protéinurie, une hématurie, une leucocyturie inexpliquée, une créatinine qui a augmenté d'un seul point. Il faut nous les référer parce que c'est là que commence la prévention et le ralentissement de la progression vers les stades terminaux. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur Rika, docteur Balebna. Merci pour votre contribution. Merci, docteur Rika, pour votre temps, d'avoir accepté de venir donner un peu de votre expertise à notre communauté. On a déjà pris beaucoup de votre temps, donc je ne veux pas pousser, demander plus de questions. Euh, Merci à vous, merci à ceux qui ont pu se connecter ce soir. Euh, Bonne soirée. Et puis, comme je l'ai dit au début, nous avons lancé cette série d'éducation en santé quasiment tous les mois. Le mois dernier, on a fait l'hypertension. Donc, ce mois, on a fait euh, les maladies rénales et la dialyse. Le mois prochain, on a déjà un programme sur le diabète. Donc, vous voyez, ça tourne toujours autour de toutes ces maladies graves qui coûtent cher. Notre dada, c'est les maladies qui coûtent cher et comment aider les familles à mieux. 200 000 par mois, il faut bien les trouver. Donc, nous réfléchissons à comment aider les familles à mieux supporter ces coûts. Merci, bonne soirée à tous et à très bientôt. On vous enverra nos nouvelles si on organise le prochain webinaire.